Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes, sous forme de conversations sincères, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille un médecin généraliste. Vous savez, le fameux médecin traitant, celui qui est parfois le médecin de toute la famille depuis des décennies. Ce médecin, qui nous connaît souvent bien, il est en première ligne face au risque de burn-out. C'est notamment lui qui est chargé de déterminer si derrière un dos qui fait mal ou des larmes qui perlent quand il nous demande simplement si ça va, ne se cache pas une pente toute droite vers le burn-out, dont nous n'aurions peut-être même pas conscience nous-mêmes. Il n'est pas formé spécifiquement à cela. Il n'a pas le temps, car sa salle d'attente déborde, mais il est là. Ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet, et plus particulièrement avec mon invité du jour, le docteur Laurent Dreyfus. Il est médecin généraliste, exerce depuis 30 ans à Paris, et c'est une personne spéciale à mes yeux, car un matin de l'hiver dernier, il a su trouver les mots pour me sauver. Je tenais à l'accueillir également parce que le burn-out touche à des domaines sur lesquels je ne suis pas formée. Et c'est passionnant de pouvoir ainsi questionner un expert comme le docteur Dreyfus. Je suis très touchée qu'il ait accepté mon invitation et qu'il ait pris le temps, malgré un agenda très chargé, de répondre à nos questions. Puisque beaucoup de questions aujourd'hui viennent de vous, de ceux qui ont répondu à mon sondage sur Instagram, et je vous en remercie. Maintenant, place à l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous ma conversation avec le docteur Laurent Dreyfus. Bonjour docteur, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur le podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle donc Laurent Dreyfus, je suis médecin généraliste installé dans le 9e depuis maintenant une trentaine d'années et je fais également, outre cette activité de médecine de ville, j'ai une activité de médecin expert pour des compagnies d'assurance. Voilà. Super. Du coup, je voulais vous demander, parce qu'on s'est rencontrés autour d'un sujet personnel, puisqu'on s'est rencontrés l'année dernière quand moi j'ai traversé un burn-out, et je me demandais, dans votre formation médicale, qu'est-ce qu'on vous apprend de ce sujet et de manière peut-être plus générale de la psychologie Oui, alors, si je dois être franc, et je vais être franc, en fait, l'enseignement que j'ai eu, alors donc ça remonte un petit peu, vu ce que je vous ai dit sur l'époque où je me suis installé, mais à l'époque, et j'ai bien peur que ça n'ait pas changé de façon radicale, en fait, l'enseignement de la psychologie ne se fait pratiquement pas en tant que tel. En fait, on nous apprend la psychiatrie surtout, et je dirais un petit peu comme dans toutes les disciplines médicales, il faut comprendre que les études de médecine sont organisées au sein des facultés qui elles-mêmes sont affiliées, on peut dire, enfin reliées fortement au monde hospitalier. Et donc l'enseignement de la médecine se fait par le biais de gens qui travaillent à l'hôpital. Autrement dit, il s'agit de patients particuliers qui sont hospitalisés, donc ça reflète pas du tout ce qu'on voit en médecine de ville. Alors, donc partant de là, l'enseignement se fait beaucoup sur la nosologie, enfin la classification, si vous voulez, des maladies mentales, surtout des maladies graves, on va dire. Et ce qui est de l'ordre de la psychologie pure, si on peut dire, est très très succinct, parce que finalement en ville,
il est assez rare qu'on voit des gens qui vont un jour finir à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est une médecine particulière qui échappe finalement au monde hospitalier en général. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, le lien à l'humain, le lien, je dirais, à la vraie vie, est assez passé sous silence pour être un petit peu méchant parce qu'en gros, ça n'intéresse pas trop les hospitaliers. Ok, c'est super intéressant. J'avais pas du tout conscience de cette différence entre la médecine hospitalière, la médecine de ville et qu'on vous apprenait ça. En revanche, j'avais un petit peu en tête effectivement que vous alliez me dire que vous n'aviez pas été énormément formé sur le sujet. Moi, vous le savez, vous m'avez beaucoup aidé et je trouve que vous l'avez fait dans un contexte qui est pas simple parce que finalement, votre salle d'attente, elle est toujours bondée. Vous avez, je sais pas, 15 ou 20 minutes de consultation à m'accorder et du coup, vous avez 20 minutes pour faire un diagnostic, pour essayer d'aider, parfois face à quelqu'un, et c'était mon cas, que vous n'aviez jamais vu avant. Donc, comment vous faites? C'est vrai que les consultations, on n'a pas un temps illimité en principe. Après, je pense, une question de personne. C'est-à-dire que il y a des médecins effectivement qui vont se limiter peut-être à une vision très pragmatique, etc. Aller un petit peu à la solution médicamenteuse qui est la solution de facilité, etc. Et voilà, heureusement, il y a plein de médecins qui font pas comme ça. Et puis par ailleurs, bon, en fait, même si le temps de consultation théorique, et évidemment il faut bien en mettre une durée pour prendre les rendez-vous, mais après c'est très adaptable en fonction de la nécessité et voilà, moi effectivement il m'arrive, ça plaît pas toujours à tout le monde, mais de me retrouver avec beaucoup de retard parce que j'ai pris mon temps quand j'ai envie de le faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Je pense que c'est vraiment pour le coup une question de, on va dire, de choix personnel et de philosophie de la façon d'exercer la médecine, en fait. Ouais. Est-ce que ce type de problème et de problèmes de santé et notamment le burn-out, est-ce que vous en voyez de plus en plus au fil des années? Et si oui ou si non, pourquoi? Alors, effectivement, bon, moi j'ai une patientèle qui n'est pas exactement celle de tous les médecins généralistes, donc je peux pas parler pour tout le monde, mais moi j'ai effectivement beaucoup de gens qui viennent parce que ils ont leur bureau pas loin. C'est un quartier de bureau. Il y a pas énormément d'habitants, donc voilà, c'est une patientèle qui va être beaucoup dans les âges de l'activité professionnelle. Voilà. Alors, ceci dit, j'ai aussi, alors ça, ça m'intéresse bien parce que dans mon activité d'expertise médicale, je brasse énormément de dossiers, si vous voulez, de gens. Alors, je vois des gens en expertise, par exemple, suite à un arrêt de travail, et je suis chargé d'évaluer, en gros, leur état de santé, savoir si c'est évolutif, etc. Et donc, ça me permet d'avoir un reflet plus étendu que ma propre patientèle. Et pour vous donner un exemple, ça m'a frappé, c'est que les motifs donc d'expertise peuvent être évidemment toutes les maladies possibles. Et ben, pour tout vous dire, les 5 dernières expertises là que j'ai vues, les 5 personnes que j'ai vues à mon cabinet suite à un arrêt maladie, c'était 5 surmenage slash burn-out slash dépression réactionnelle à un conflit professionnel. 5. Donc c'est édifiant. Et dans ma patientèle aussi, effectivement, l'incidence des burn-out depuis un certain nombre d'années augmente considérablement. Et on pourra peut-être en reparler, mais depuis la Covid, encore nettement plus. Ah, c'est super intéressant. Justement, vous avez parlé à la fois de burn-out et de dépression. C'est deux domaines qui, d'après ce que j'en analyse, ont beaucoup de points communs.
peuvent parfois se suivre l'un l'autre. Comment vous distinguez ces deux domaines et comment on pose le bon diagnostic? Oui, alors c'est très intéressant. J'allais d'ailleurs, spontanément vous le dire, c'est que, le burn-out, en fait, dans le langage médical, n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas reconnu actuellement en tant que réelle maladie. Autrement dit, même stricto sensu, pour un libellé de motif d'arrêt de travail, on ne devrait pas mettre burn-out seul parce que ce n'est pas considéré, ça a été discuté par je ne sais plus quelle instance, mais ce n'est pas considéré comme une maladie. Alors pourquoi? Il y a certainement des implications politiques et surtout économiques derrière, parce qu'effectivement le burn-out pur, si on peut dire, si on arrive d'ailleurs à le définir, pourrait avoir des implications en termes de reconnaissance de maladies professionnelles, etc., donc beaucoup d'implications financières derrière, de réparation, etc. En fait, le burn-out est quelque chose qui, comme son nom l'indique, n'est pas d'origine française, la définition, mais c'est en fait une espèce de rupture de faisceau, quoi, de pétage de plomb finalement, dans un contexte particulier sur lequel on peut revenir, et qui peut effectivement s'accompagner ou évoluer vers un état dépressif réactionnel ou une anxiété réactionnelle prédominante, ou même parfois des éléments qui se rapprocheraient d'un état de stress post-traumatique. La difficulté là-dedans, c'est que la définition, tout le monde parle de burn-out, on en voit tout le temps, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Je savais que c'était pas reconnu effectivement comme une maladie, mais donc c'est très intéressant. Et du coup, alors c'est une question qu'on me pose assez souvent, c'est comment savoir si je fais un burn-out ou pas? Et ma réponse, c'est toujours la même, c'est il faut aller voir son médecin. Parce que voilà, moi je suis pas médecin et justement c'est pour ça que je suis ravie d'interviewer des experts comme vous pour répondre à ce type de questions. Concrètement, vous, quels sont les signes qui vous mettent la puce à l'oreille et finalement, quand est-ce que vous recommanderiez de consulter quand on ressent ces signes-là? Oui, alors effectivement, la grande difficulté pour les patients de savoir s'ils doivent aller consulter, c'est que justement, ça fait partie, souvent, la plupart du temps, ça fait partie du déroulement des choses qui aboutissent au burn-out, c'est justement le fait qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que, voilà, souvent, les choses commencent plus ou moins insidieusement et on se laisse emmener, on se laisse glisser vers un fonctionnement au départ purement professionnel, et puis après quelque chose qui s'immisce, qui gagne votre vie personnelle, sociale, etc., mais de façon assez insidieuse. Alors, encore plus, enfin vraiment a fortiori quand on vit seul. Quand il y a un couple, il peut y avoir le conjoint ou la conjointe qui va râler, qui va dire attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des bonnes raisons qui font qu'on doit travailler plus, avoir plus de pression. Bon, il y a tout un engrenage qui se fait et on se retrouve à ne pas forcément se rendre compte de ce qui se passe. Alors maintenant, en tant que médecin, ce qui, euh, ce qui peut faire inciter à évoquer cela, c'est des gens qui vont soit évidemment dire j'en peux plus, je travaille 20 heures par jour et voilà, enfin, ou je travaille, je gère mes mails le soir jusqu'à 23 heures et puis je pense qu'à ça on revient, etc. Enfin, voilà, tous les symptômes dont on pourra parler, mais il y a ça. Mais de façon assez fréquente, c'est pas ça qui se passe. Les gens parlent de fatigue,
éventuellement de difficultés de concentration ou de troubles du sommeil simplement, voilà, où ils disent ah je suis un petit peu, où j'ai des contractures dans le dos, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être, ou même je me sens, j'ai un peu des sensations vertigineuses, ou j'ai des palpitations, des choses qui sont pas forcément directement évocatrices de quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est là où il faut effectivement essayer de pas trop louper le coche et de poser des questions pour savoir ce qui se passe derrière. C'est finalement assez fréquent, et c'est d'ailleurs parce que c'est insidieux et que les gens ne consultent pas forcément. Vous voyez, la dernière, la dernière expertise là, que j'ai vue d'ailleurs hier, c'est un monsieur bon, qui bosse pour un groupe de presse, etc., qui a été racheté, changement de direction, rendement maximal, changement d'outils informatiques. Et il devait à la fois se former sur des trucs qu'il connaissait pas à 55 ans, plus bosser énormément, plus les délais à respecter, etc. Mais il le faisait. Il a consulté personne, il n'a parlé à, enfin, je dirais, il en a même pas parlé à ses amis, etc. Et puis un jour, un matin, il me dit, je me mets, alors en plus en télétravail là, je me mets à mon bureau, il y a un tout petit incident technique, j'arrive pas à faire un petit peu comme on peut avoir quand on essaye de se relier à une réunion. Et il s'est mis à éclater en sanglots, à crier, à hurler chez lui. Et il a essayé de se lever, il est retombé. Ses jambes ne le portaient plus. Et, la personne qui partage sa vie a été obligée d'appeler un médecin. Voilà, et c'est passé du jour au lendemain. Donc là, on comprend bien l'idée d'un burn-out, quoi, d'un truc, voilà, d'une rupture de faisceau. Ça se passe pas toujours exactement comme ça. Il peut y avoir un événement déclencheur, mais c'est vrai que souvent, malheureusement, la montée en puissance de ce qu'on fait et la décorrélation avec la vie entre guillemets normale qu'on devrait avoir ne se fait pas et n'est pas perçue par l'intéressé. Ouais, c'est très intéressant. Je partage cette vision-là. Je pense qu'il y a beaucoup de déni de ce qui est en train de nous arriver parce que on n'a pas envie, en fait, que ça nous arrive et donc on est un peu dans la résistance. Et moi, je fais ce projet aussi pour aider des gens avant, pour faire de la prévention quelque part. Mais malheureusement, je constate que peut-être 80 ou 90% des gens qui viennent vers moi aujourd'hui, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se relever et donc j'espère que mon travail les aide à se relever, mais en tout cas, il ne les aide pas à pas tomber puisque en fait, ils sont tellement dans le déni dans la phase avant que ils s'intéresseraient même pas à ce sujet en fait. Et moi, j'étais pareil. Je veux dire, vraiment, il a fallu attendre d'être dans mes derniers retranchements pour admettre qu'il y avait un problème. Et souvent, et vous en parlez très bien, c'est le corps qui va verbaliser le problème que le mental ne veut pas voir. Oui, et un truc que moi je trouve assez caractéristique, c'est et je pense que ça doit vous arriver souvent, c'est le côté où quand le médecin demande une question ultra banale de début de consultation qui est comment ça va. Moi, je me souviens avoir complètement explosé en sanglots quand vous m'avez demandé ça, et je pense que ça fait plusieurs fois qu'on me le raconte en fait. oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est qu'on se retrouve souvent pris comme un hamster dans sa roue, c'est-à-dire on tourne, on ne, on arrive à être effectivement, avoir des sortes d'œillères concentrées sur le travail et sur ce que ça signifie, et on n'a plus le recul sur soi-même et sur sa vie. Euh, Pourquoi aussi? Bah parce que alors c'est pas anodin, c'est sans faire une généralisation des techniques de management, mais néanmoins quand même depuis quelques années, voire une bonne décennie, les choses ont quand même beaucoup évolué, et il y a beaucoup de gens qui ont compris que on pouvait titiller les employés sur des axes où ils vont éventuellement
tomber dans le panneau. C'est-à-dire que finalement, pour être plus clair, on a tous un vécu, un schéma de fonctionnement. On a eu des parents avec des incitations à réussir ou à être le bon élève, où on a envie d'être aimé, on a envie d'être bien vu, etc. Et les managers, un certain nombre d'entre eux, et parfois à un haut niveau, vont utiliser ces techniques de management qui vont aller titiller chez nous ce qui fait qu'on a envie de leur donner satisfaction. Si vous voulez, ça va dépasser le simple volonté que le travail soit fait. C'est-à-dire qu'il y a parfois une immixtion effectivement dans votre façon d'aborder le travail et une attente qui va vous permettre de vous dire au départ, c'est bien, je vais avoir énormément de satisfaction parce qu'il me demande ça et donc je vais lui donner. Et en fait, insidieusement, on se retrouve, alors d'autant plus que, même sans aller jusqu'au télétravail, mais les voies de communication avec les mails qui vous arrivent sur votre téléphone perso, voilà, ou le week-end ou le soir, etc., fait qu'on n'est jamais complètement coupé du travail comme c'était le cas il y a 30 ans. Eh bien, en fait, vous vous retrouvez finalement à avoir quelqu'un qui compte pour vous, pas seulement en termes de manager, mais quelqu'un où vous avez une espèce d'investissement affectif, même si vous en rendez pas compte. Je ne sais pas si je suis clair ou pas du tout. Ouais, tout à fait. Je partage, ouais, cette vision. Je pense qu'il y a à la fois aussi enfin pour connaître un peu la réalité de l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent managers en étant un peu jetés dans le grand bain, qui n'ont pas forcément les bons outils pour le faire, et du coup parfois cette position-là qui est pas forcément la bonne, elle est prise complètement inconsciemment. C'est Et ça. aussi sur ce que vous dites, sur ce côté envie de faire plaisir et placer sa valeur dans les choses qu'on fait pour faire plaisir à son boss. En fait, ça, c'est dingue de voir à quel point, effectivement, il y a une sorte de schéma reproduit par la plupart des gens qui ont vécu un burn-out de vouloir toujours très bien faire, être un bon élève. Ouais. Et ça prend racine dans l'enfance. Et d'ailleurs, enfin, ça me fait penser à quelque chose que vous m'aviez dit qui a tout changé pour moi. C'est que moi, je culpabilisais beaucoup d'être arrêtée, de retourner chez moi. Et vous m'aviez dit que vous soyez chez vous, sur votre canapé, à boire un thé, ou que vous soyez au bureau en train de faire des choses incroyables, vous êtes la même personne et donc vous avez la même valeur. Oui. Et ça, en fait, à la fois, c'est très juste et intellectuellement, je l'entends. Et en même temps, c'était totalement à l'encontre de ce que je ressentais. J'avais l'impression que je n'avais de valeur que parce que j'avais ce travail, que je me démenais pour faire avancer mes projets, et que probablement je reliais, en tout cas inconsciemment, l'amour de mes proches à ça. Je me disais, les gens m'aiment parce que je fais tout ça. Et si je ne le fais plus, qu'est-ce qui va se passer? Et vous m'avez fait prendre conscience de ça. Oui, c'est vrai, c'est fondamental. Enfin, pas seulement dans ce domaine-là, mais c'est fondamental en fait. Le mélange qui se fait, si vous voulez, c'est le mélange entre qui on est et ce qu'on fait. Et en fait, c'est-à-dire qu'on vous assimile à ce que vous avez fait. On dit tu es ce que tu fais. Or, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On existe en tant que personne et après on fait ou on ne fait pas. Et d'ailleurs, c'est parfois, enfin bon, je sors à peine, enfin presque du sujet, mais si vous voulez, je vois moi beaucoup de gens qui se posent des questions, qui se remettent en question, et alors en particulier depuis le confinement, sur leur destinée professionnelle, en disant en fait, là que je suis chez moi et tout ça, je me rends compte que finalement c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et si on approfondit un petit peu, ils vous disent, en fait, j'ai fait telles études parce que je pouvais le faire. Et je me retrouve à être je sais pas moi, un banquier, un commissaire aux comptes, un huissier, un truc, tout ça, ce genre de truc,
parce que finalement, c'était assimilé à je serai ce que je fais, puisque je peux le faire. Alors, en particulier des gens qui ont effectivement des capacités, des aptitudes qui ont été gâtées un petit peu par la nature de ce côté-là. Et ben, comme ils peuvent faire, ils vont faire ça et ils vont se retrouver assimilés à ça. Et en réalité, ils oublient là-dedans qui ils sont. Et s'ils se repenchent sur qui sont leurs valeurs, etc., et ben, en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Je fais très vite, mais j'ai vu en expertise justement un jeune, il y a très peu de temps, il était clerc d'huissier, donc destiné, il avait fait des très bonnes études, destiné à être huissier. Alors les parents étaient tout contents, vis-à-vis des amis, ça le fait, bon, c'est voilà, costume, cravate, tout ça. Bon, et puis lui, il a fait pareil, il a fait un burn-out total. Il s'est rendu compte il a craqué, et puis quelques jours après son craquage, il y a le plombier qui est venu changer son ballon d'eau chaude. Et puis il me dit, je me suis intéressé à ce qu'il a fait, j'ai parlé avec lui, ça m'a intéressé. Le gars m'a proposé d'aller faire sa tournée avec lui pendant 2 jours, donc je l'ai accompagné toute la journée. Et là, je vais faire une formation pour devenir plombier. Parce que c'est un métier qui a du sens pour moi, c'est utile, on fait du bien aux gens, on est accueillis, etc. Bah, vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. Alors évidemment, ça fait pas pareil, ça fait moins classe au départ quand vous dites je suis plombier par rapport à je suis huissier. Et puis on gagne moins, enfin oui encore, mais bon, vous voyez, donc c'est ce sujet-là effectivement entre l'être et l'avoir, entre l'oubli de qui on est quand on est pris dans cette spirale du monde professionnel, ça peut être redoutable. Ouais, c'est très intéressant. J'avais une question sur les déséquilibres hormonaux. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre un déséquilibre hormonal et le burn-out? C'est une théorie toute personnelle, mais que je partage avec quelques personnes. Dans mon cas, le burn-out est né quelques jours ou semaines à distance de l'arrêt d'une contraception hormonale que je prenais depuis une quinzaine d'années. Mmh. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que à partir du moment où je me suis libérée de ces hormones qui équilibraient, en fait, enfin, qui masquaient en réalité mon cycle, tout a commencé à aller mal. En fait, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien, au point que j'ai fait beaucoup d'examens. Enfin, moi, j'étais persuadée d'avoir une maladie, en fait. Il s'est avéré que c'était pas le cas, mais pour autant, j'ai l'impression que ça m'a profondément chamboulée. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien? Bah, en fait, ce qui me vient, c'est que effectivement, quelqu'un qui va, comme ça, quelqu'un qui va arrêter une contraception qu'elle avait depuis un bon bout de temps, il y a deux éléments. Il y a le fait que, comme vous dites, je retrouve mes cycles. Justement, ça fait écho à ce qu'on disait avant, on se retrouve plus lié à soi-même, c'est-à-dire à ce qui se passe au niveau de son corps et en plus dans ce qu'il y a de presque peut-être de plus important, c'est-à-dire comment dire, l'identité de femme. C'est-à-dire que vous avez vos cycles, les caprices éventuellement d'un mois sur l'autre, des règles, etc. Et là, on reconnecte à soi-même. Donc, si vous voulez, cette reconnexion en elle-même, peut-être qu'il y a eu un cheminement mental de votre inconscient qui s'est dit, attends, tu n'es pas qu'une machine qui travaille, tu as aussi un corps avec un utérus et des règles et des choses qui vous ramènent à vous, à votre corps et donc à votre être. Alors ça, c'est le premier point. La contraception, ça rend bien des services, mais évidemment, c'est un moyen comment dire, de réglementer un petit peu les choses. On oublie tout, il se passe ce qui se passe, et puis on pense à rien. Les cycles naturels, c'est autre chose. Et puis évidemment, l'autre élément, c'est plus généralement une femme qui va arrêter sa contraception, si vous voulez, c'est évidemment pas anodin. C'est qu'il y a derrière quelque chose qui fait que voilà, elle a derrière, elle le fait pour une raison déterminée qui peut être
un projet d'enfant, qui peut être un changement de vie. Enfin, ça peut être soit parce qu'elle a envie de faire un enfant, soit parce qu'elle a plus de raison d'en prendre. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui de toute façon concernent son intimité et donc son identité de femme. Donc, effectivement, à partir de là, quand l'inconscient vous envoie des messages comme ça, c'est aussi un petit peu, ça participe du même principe que quelqu'un qui va avoir des palpitations, des vertiges, des acouphènes, des mal au dos, etc. C'est-à-dire que finalement, l'inconscient, comme il n'arrive pas à percer au niveau de votre mental, à dire attends là t'es en train de déconner, en gros tu t'oublies, et ben il va vous envoyer des messages en disant attends, regarde, t'as un corps, voilà, je vais t'empêcher de marcher comme tu voudrais parce que moi j'ai pas envie que tu marches tout le temps comme ça, que tu cours au boulot ou tout ça, ou je vais te créer, je vais t'envoyer un signe de maladie pour que tu t'arrêtes puisque tu n'arrives pas à le mentaliser. Voilà. Vous voyez, il y a cette idée-là. Notre inconscient, de toute façon, lui, il est bienveillant, il essaye de nous protéger. Mais si ça passe pas par la conscience, s'il n'arrive pas à faire passer le message par la conscience, il va le faire passer par le corps. Pour terminer, évidemment, vous avez à ce moment-là un conflit interne entre une partie de vous qui est euh, le soldat, le warrior qui va travailler parce que ça lui fait du bien, parce que ça le satisfait aux yeux des autres ou à ses yeux ou à tout ça, enfin tous ces schémas dont on a parlé. Et puis vous avez un conflit entre ce warrior et puis l'être derrière, en l'occurrence la femme qui se dit tiens oui j'ai un corps quoi. Voilà. Et donc c'est oui mais non mais je veux pas que tu m'embêtes avec ça. Oui mais moi j'ai envie que tu en tiennes compte. Et comme on trouve pas de solution, il y a un moment ça peut exploser d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est très juste. Je l'ai vraiment vécu comme ça, comme une sorte de conflit intérieur, on va dire. Ouais. Moi, j'ai trouvé important dans la prise en charge du burn-out d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire qui a clairement commencé par le fait de vous voir. Mais ensuite, voilà, je me suis fait accompagner par divers autres praticiens. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Quel cercle de praticiens vous recommandez pour accompagner quelqu'un à travers un burn-out? Alors, en fait, je pense que le plus important, enfin même la seule chose importante, on va dire, c'est la qualité entre guillemets de la relation que vous avez avec la personne qui va vous accompagner. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un psychiatre, ça peut être un ou une psychologue, ça peut être un sophrologue, ça peut être un acupuncteur, ça peut être un ostéopathe. En réalité, ce qui compte vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir suffisamment bien, en lien, pour pouvoir vous exprimer finalement et avoir votre place pour que la personne puisse vous accompagner, vous aider. Les seuls critères, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui soit suffisamment, on va dire, indépendant par rapport à vous pour ne pas être que la relation soit pas trop perturbée. Autrement dit, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'être accompagné que par des amis ou ses parents ou voilà son frère ou même son conjoint. Ça c'est très 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 important, c'est primordial. Mais ça peut ne pas suffire du tout. C'est logique que ça ne suffise pas parce que là se met à interférer dans le schéma les peurs. Les peurs de l'autre aussi. Par exemple, les conjoints, c'est souvent assez compliqué, même s'il y a une bonne entente, parce qu'il ne sait pas gérer. Mais en ce qui concerne l'aide, je dirais ça dépend. Ça dépend vraiment du praticien et ça dépend de la qualité de ce qu'il va vous donner, de l'investissement qu'il va avoir. De façon, c'est vrai que parfois, mais là encore, évidemment, moi je ne vais pas généraliser, parfois on a plus de chances d'avoir comment dire, un accompagnement sur ce mode-là
avec des gens qui vont prendre plus de temps, donc a priori plus des psychologues euh, que des psychiatres, parce que, comme je vous disais, le psychiatre, souvent, il y a la formation initiale et le fait que ce sont des médecins qu'ils ils vont pas prendre forcément assez de temps. Voilà, moi, malheureusement, je vous dirais pas, il faut absolument voir un psychiatre ou un médecin, machin, tout ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout voir quelqu'un, voilà, en parler et voir quelqu'un. Ouais. Bah, si c'était simple, de toute façon, ça se saurait, hein. Ça saurait, voilà, ça saurait. Ouais. Je voulais aussi qu'on parle de la question de l'arrêt de travail, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça se termine. J'ai plusieurs questions sur ce sujet. Enfin, je voulais juste que vous développiez un petit peu votre vision du sujet. À quoi ça sert un peu un arrêt de travail? Pourquoi souvent c'est assez long? Et comment vous recommandez de l'occuper et de gérer l'éventuelle culpabilité qui en Oui. découle? Voilà, ouais. Alors effectivement, l'arrêt de travail, c'est souvent quasiment comparable à une espèce d'exfiltration d'un champ de bataille, quoi. C'est-à-dire que ou un moyen de sortir le hamster de sa roue. C'est-à-dire que c'est très compliqué de, si vous voulez, enfin c'est quasi impossible quand on est justement arrivé au burn-out, de pouvoir avoir le recul sur soi si les conditions qui ont généré le burn-out sont toujours présentes. C'est-à-dire que effectivement, si on est dedans, on ne peut pas se poser, on ne peut pas voir les choses différemment. Après, le fait que ça soit souvent long, c'est simplement le fait que quand on est, si vous arrêtez une semaine par exemple, vous ne pouvez pas décrocher finalement. Vous êtes tout de suite dans la gestion de comment je vais faire au retour pour rattraper le temps. Quelqu'un qui déjà bosse comme un fou, si il se dit en rentrant il va falloir que je mette les bouchées doubles, il va encore plus exploser. Donc c'est pas une solution. En fait, l'idée c'est vraiment d'arriver à sortir de là jusque à que votre cerveau soit capable de vous dire bon, je ne suis plus dans la même configuration, le travail s'éloigne et là je me remets sur la selle de mon propre cheval, quoi, quelque part. C'est-à-dire, je reconnecte avec moi. La nécessité, effectivement, c'est d'avoir le temps voilà, de pouvoir se retrouver, voire se trouver, parce qu'il y a des gens qui font un burn-out parce que depuis le bac, en gros, ils ont été dans la performance, dans le rendement, dans les études, les concours, les machins. Après, ils cherchent les meilleurs stages et après, ils cherchent les meilleurs postes et ils sont partis à fond et ils ne s'en sont jamais posés. Et donc, il faut arriver à sortir. C'est le fait d'arriver à se retrouver, à se voir comme simplement un humain, quoi. Un humain et de se retrouver face à un arbre avec des feuilles, à un ciel bleu, à des petits oiseaux et, et tout ça, et qui vous disent ah mais en fait voilà c'est ça la vie quoi. C'est le monde existe quoi. Enfin il y a vraiment un truc qui parfois est spectaculaire. Hein. Effectivement le sentiment de culpabilité il est inhérent, il fait partie du burn-out et il fait partie d'ailleurs des ressorts qui sont utilisés par certains managers pour vous pousser. Voilà, c'est parfois hallucinant. Le boulot décide de supprimer 3 postes, on vous colle le boulot de 3 personnes en plus du vôtre et on dit ah bah oui mais il faut parce que sinon ça va pas marcher, ça va pas tourner, il faut absolument que tu fasses ci, que tu fasses ça et vous vous retrouvez à le faire. Mais en fait, c'est quand même extraordinaire parce que quand on en est sorti, on se dit mais en fait, mais c'est pas moi qui ai décidé de supprimer les 3 postes, quoi. Vous n'avez pas cette mission céleste de sauver la boîte, quoi. Et en fait, on vous culpabilise d'avance en vous disant il y a que toi, il faut que tu fasses ça, etc. On a besoin de toi. Donc la culpabilité, effectivement, je dirais que je pense qu'il faut, en tant que praticien, il faut surtout pas dire aux gens oh ne vous sentez pas coupable, etc. Il faut la prendre, il faut l'accueillir parce qu'elle est là, elle est logique dans le schéma dans lequel vous êtes. Donc vous pouvez pas vous battre contre cette culpabilité
tant que vous êtes pas sorti du schéma. Très intéressant. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qu'on m'a dit une fois. C'était la psychologue qui m'a dit ça. Elle m'a dit vous avez de la chance d'avoir vécu ce que vous avez vécu de cette façon-là, car les gens comme vous, ils finissent par faire un AVC dans l'open space. Et ça m'a à la fois choquée et marquée. Et quelqu'un d'autre m'a dit récemment que son médecin lui avait dit que si elle ne prenait pas en main le problème, elle pouvait développer des maladies, notamment les maladies auto-immunes ou avoir un cancer. Voilà. Est-ce que c'est un vrai truc de se dire le corps est capable de développer une maladie grave parce qu'on n'a pas tiré la sonnette d'alarme à temps? Alors ça, c'est un sujet, il va falloir que je fasse des efforts pour ne pas vous faire durer l'interview 2 heures. Parce que c'est un sujet énorme à lui tout seul, passionnant. En fait, moi, en tant que médecin, si vous voulez, formé à la fac il y a longtemps, je suis sorti avec des idées. Bah voilà, les maladies, il y a les maladies organiques, comme on dit, donc les organes qui marchent de travers avec tout ce que vous voulez, les cancers, les machins comme ça. Et puis vous avez les maladies psychiatriques. D'ailleurs, dans l'enseignement et dans tout ça, c'est des disciplines à part. Et on vous dit, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est psychosomatique, en gros? Voilà. En fait, ça remonte à très très longtemps, même à la Renaissance, en fait, quand au départ les médecins et les médecins étaient complètement reliés à un truc un peu sacré. Après, il y avait ce mélange avec le spirituel, bon, la religion, etc. Après, il y a eu la médecine scientifique qui s'est développée. Et avec l'essor de la médecine scientifique, pure et dure, on a découvert des trucs, soit dans des analyses de sang, soit au microscope, soit tout ce que vous voulez, à partir de, je sais pas, du 16e, 17e siècle, ça s'est développé comme ça. Et évidemment, tout ce qui rentrait pas là-dedans, ça a été du domaine de la psychiatrie. Donc, ça a été deux domaines qui se sont créés très distincts. Là, je dirais pas l'évolution, mais la révolution qui nous arrive avec les neurosciences en particulier, c'est que toute cette vision finalement de la médecine et donc des maladies est en train d'exploser. Tout simplement, quand vous parlez par exemple de maladies auto-immunes, c'est auto-immune, donc ça veut dire que c'est soi-même, c'est notre immunité. Autrement dit, il n'y a pas d'intervenant extérieur, c'est pas comme un microbe qui vous arrive dessus et qui vous rend malade. Alors ça va de la plus bénigne comme un aphte, qui est en fait où vous faites un trou dans la bouche qui est qui alors peut être favorisé par un truc, mais c'est quand même vous qui faites le trou, qui vous mangez vos cellules et qui arrive à faire un trou. Un ulcère, c'est la même chose dans l'estomac, ça peut vous faire un vrai trou, et un ulcère peut être déclenché par un stress aigu, on le sait. En fait, ce qu'on a dénié, carrément c'est du déni, c'est l'incidence du psychisme sur le corps. Et on a aussi oublié l'incidence du corps sur le psychisme. Alors il y a des milliers d'illustrations de ça, mais je pourrais vous parler par exemple du Takotsubo. Ça c'est, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une maladie qui a été découverte il y a pas très longtemps par des Japonais. C'est Takotsubo en japonais, ça veut dire panier de crabes. C'est le panier pour attraper les crabes. Et en fait, vous avez des gens qui ont en général un choc affectif aigu. Ils apprennent un décès, ou même parfois parce qu'ils ont gagné le gros lot, donc un choc affectif mais émotionnel très positif. Et en fait, ils font une maladie du cœur où le cœur se déforme et prend la forme d'un panier de crabes. Et les gens, en général, enfin souvent, meurent comme ça, instantanément. C'est-à-dire que c'est vraiment le choc, le cœur qui lâche juste avec un choc émotionnel. Alors c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il se passe un truc qui est pas éthéré, c'est toute une cascade de choses entre le message qui est envoyé par votre cerveau jusqu'au cœur, qui fait que ça détruit le cœur au sens propre.
vous avez plein de maladies comme ça. Les cancers, qu'est-ce que c'est les cancers? Dans notre corps, on a des chaînes de montage, de fabrication de cellules qui continuent jusqu'à notre mort, même d'ailleurs après, qui, euh, qui marchent toute notre vie, qui renouvellent nos cellules en fait, à une vitesse variable selon les organes, mais tout est renouvelé. Un cancer, c'est une cellule qui se met sur la chaîne de montage à déconner en gros. Elle va pas faire ce qu'on lui demande, elle va se reproduire de travers, etc. En fait, nous faisons tous les jours presque des micro-débuts de cancer. C'est-à-dire qu'on a continuellement des cellules qui se mettent à marcher de travers. Et heureusement, on a plein de cellules qui sont là pour surveiller, un petit peu comme dans des travails des usines avec le travail à la chaîne. Vous avez des gens qui surveillent, des cellules qui surveillent, et dès qu'il y en a une qui se met à pas faire ce qu'il faut, elle est éliminée, elle est mangée, et puis tout va bien. Voilà, ça c'est ce qui se passe tous les jours dans notre corps. Quand vous avez un problème, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, ou que vous avez un choc affectif, tout ce qui est de ces cellules sont moins vigoureuses, moins attentives. Et vous avez donc un défaut de vigilance qui fait que vous avez des cellules qui se mettent à se développer plus, mais qui ne sont pas éliminées, et vous vous retrouvez avec un cancer. Alors, c'est effectivement une réalité là qui est admise par tout le monde. Alors, plus ou moins selon les cancers, hein, il y a des trucs où on sait que c'est assez clair, il y en a d'autres, c'est plus compliqué de le prouver, mais effectivement, ça fait une corrélation subtile, mais néanmoins réelle, entre le psychisme, notre état mental et notre fonctionnement du corps. Et puis après, pour faire très court, parce que là, ça serait aussi un chapitre, vous avez tout ce qui a trait à notre microbiote intestinal. C'est-à-dire qu'en fait, notre microbiote intestinal, donc toutes les bactéries qu'on héberge à l'intérieur de nous, sont influencées par notre état psychique, d'une part, c'est-à-dire qu'on va d'abord on va pas manger les mêmes choses, donc en fonction de ce qu'on mange, on va pas avoir le même microbiote, mais on va aussi modifier ça en fonction de notre état général, de bonne santé, etc. Et le microbiote lui-même influence le psychisme. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que finalement, selon les bactéries que vous avez dans votre intestin, eh ben, vous allez pas être dans le même état mental, à tel point qu'il y a des gens qui ont fait, qui on donne des traitements maintenant par on change en gros leur flore intestinale, et ben ça joue sur leur état potentiellement anxieux ou dépressif. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce que vous a dit le psychologue ou l'autre chose, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Il faut faire très attention parce que on peut s'attraper une maladie parce que on pousse trop loin la machine, quoi. Super intéressant et flippant. Oui, et flippant, c'est-à-dire que voilà, alors, mais si vous voulez, c'est pour ça que le fait d'être bien dans sa tête, mens sana in corpore sano, c'est comme dit, voilà, c'est important, c'est-à-dire le fait d'être bien dans sa tête, c'est pas juste, oh, bah, je vais être en forme pour aller courir, c'est que c'est important pour être bien, quoi, pour être bien, pour vivre longtemps. Sur le délai, enfin le temps qu'il faut pour se remettre d'un burn-out, même si j'ai bien conscience que cette question, elle est propre à chacun et qu'il n'y a pas la réponse toute faite. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut se dire, ça y est, c'est fini? Et si oui, au bout de combien de temps? Oui, alors je pense que c'est vrai que c'est une question évidemment où je vais pas vous dire une réponse de 77 jours et demi. C'est extrêmement variable. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend, on va dire, je pense, déjà de ce qui s'est passé en vous, qui vous a, qui a contribué à faire votre identité quelque part, parce que c'est tellement ancien et profond que c'est constitutif de notre identité, c'est-à-dire justement le rapport aux parents, ce
qui fait que vous avez ou non un petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui correspond à l'amour de vos parents ou à la bienveillance de vos parents, parce qu'on peut mal aimer, mais en tout cas la bienveillance, l'attention portée qui fait que s'ils sont là, c'est encore mieux parce que ils peuvent être vigilants et vous aider. S'ils sont pas là, vous avez quand même en vous cette espèce de logiciel qui vous permet de vous réadapter à vous-même, vous recentrer sur vous-même. Vous avez quelque chose qui est une espèce de boussole interne qui fait que vous allez vous retrouver. Mais tout le monde ne se retrouve pas, il y a des gens qui ne se sont jamais trouvés. Et là, les gens, comme je vous disais, les gens qui sont partis billes en tête depuis le CP pour être ce qu'on attendait d'eux, eh ben, c'est plus compliqué parce qu'il faut carrément créer votre propre identité à partir du choc qui vous a sauvé. Parfois, c'est une chance, c'est-à-dire ça vous permet de pas seulement d'éviter des maladies, mais avant d'avoir la retraite ou avant d'être au bout de votre vie, de vous dire ah en fait c'est pas du tout ça que je veux faire de ma vie. Vous voyez, donc voilà, il y a ça qui joue. Et puis évidemment il y a la qualité de l'accompagnement que vous avez. Si vous avez trouvé quelqu'un psy ou psychologue ou ce que vous voulez qui vous accompagne, qui vous aide et avec qui vous pouvez vraiment évoluer favorablement, ça joue. Après, vous avez aussi la capacité. Il y a des gens, ils sortent du burn-out, ils ont tout de suite l'idée qu'en fait, ce qu'ils adorent, c'est faire du piano et ils vont se mettre à se lancer à fond dans le piano ou n'importe quoi. Voilà. Là, bien sûr, vous remettez le pied à l'étrier de quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, etc. Et vous pouvez repartir plus vite. Vraiment, c'est très variable. Ce qui me paraît clair, c'est que on peut pas envisager de se remettre entre guillemets en moins de plusieurs mois. Après, juste pour terminer, euh, un peu comme pour tout, pour toutes les épreuves de la vie, euh, je pense que l'objectif n'est pas. Il faut faire attention aux termes, si vous voulez. C'est un petit peu comme les gens qui disent ah j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre. Non, on fait jamais sa vie. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, ça s'intègre dans votre vécu. Il faut justement travailler, non pas à rejeter ça, mais à l'accueillir, en faire quelque chose, comme vous le faites, vous, là, justement, quelque chose de positif, où vous êtes en accord avec vos valeurs, vous allez aider les gens, vous en tirez quelque chose de bénéfique pour vous et pour les autres. Donc ça, c'est génial. Et je pense qu'il faut accueillir ce qui s'est passé, l'intégrer dans son cursus, un petit peu comme quand on voit les stries dans les arbres où on peut reconstituer que 50 ans avant, il y a eu une grosse sécheresse et qu'ils ont souffert, mais c'est inscrit dans leur, dans leur tronc, quoi, dans leur. Vous voyez, et ça, je pense que l'idée, c'est ne pas l'occulter, ne pas vouloir s'en débarrasser ou se dire maintenant j'oublie, je pars, youpi, je suis dans une autre vie. Non, on est dans la même, enfin, on est soi-même, on continue sur son cursus et on l'incorpore dans son vécu. Et puis on fait autre chose. Et voilà. Et après, voilà, moi je dirais, pour répondre plus prosaïquement, c'est souvent entre, je sais pas, dans les meilleurs cas, 3 mois, et ça peut être un an, ça peut même être parfois même plus que ça. Et finalement, si on ramène ça à sa vie, je veux dire, quelqu'un qui va carrément se trouver, créer son identité, aller vers être en accord avec ses valeurs, changer sa vie, ça peut, c'est un an, c'est finalement pas tant que ça, hein. Donc voilà. Tout à fait, et je partage cette vision de se dire que c'est long de se trouver, de se retrouver ou de se trouver. Et je partage vraiment votre vision du fait qu'on ne redevient jamais vraiment comme avant. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'au départ, on fait ce qu'on voudrait. On voudrait que la vie reprenne comme avant le séisme. Mais en réalité, non seulement c'est impossible, mais en fait, c'est pas souhaitable de se remettre dans la roue dont on parlait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai conscience que je ne serai jamais comme avant et que c'est pour le mieux. Oui, c'est ça.
Et c'est qu'il me ça. reste probablement, si j'ai de la chance, 50 ou 60 ans à vivre, Voilà, dont 30 ou 35 à travailler, et donc une chance finalement de faire enfin ce que j'aime, en tout cas d'avoir la chance de me poser la question déjà de ce que j'aime, et ensuite d'essayer de le faire, quoi. ouais. Mmh. J'ai une avant-dernière question sur les rechutes, parce que voilà, c'est un sujet qui préoccupe pas mal de gens. Je crois savoir que quand on a fait un épisode dépressif, on est plus à risque que ça nous réarrive. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui ont fait une rechute, et est-ce que vous avez des conseils pour éviter que ça arrive? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, il y a plusieurs façons de voir les choses. Quand on parle de dépression, effectivement, alors là, on tombe dans les les difficultés des interprétations des statistiques. C'est-à-dire que si on parle des dépressions, bah, voilà, ça c'est de la statistique pure et dure. On va dire à quelqu'un qui a fait déjà une dépression a beaucoup plus de risques de faire un état dépressif ou une rechute que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Bon, ça c'est clair, c'est sûr. Mais en réalité, ça n'a pas tellement d'intérêt pratique parce que ce qui se passe, c'est surtout, il faut savoir si on est toujours dans la même configuration. Quand on parle de dépression, déjà, on ne parle pas forcément de ce que nous, là, on évoque, c'est-à-dire le burn-out. Pour le burn-out, bah justement, compte tenu de tout ce qu'on a dit, justement, c'est la bonne transition, c'est que quand vous avez fait un burn-out, vous en êtes sorti. Donc ça veut dire que vous avez compris des trucs. Ça veut dire que vous n'êtes plus la même ou le même, et vous allez a priori pas forcément retomber dans le même panneau si vous avez bien intégré ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une leçon, je pense, à apprendre sur soi, et ma vision, c'est que tant qu'on n'a pas compris la leçon, Ouais, elle nous revient. Et c'est pas que pour le burn-out, hein, c'est pour toutes les leçons de bien la sûr. vie. Ouais. Tant qu'on l'a pas compris, elle nous revient. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de se donner le temps Mm, de se relever d'un burn-out, parce que parfois on a l'impression qu'il faut vite retourner au travail, reprendre une vie normale, mm, mais en fait ce temps c'est pas du temps perdu, c'est du temps qu'on a investi à oui. comprendre ce qui s'est passé, à se comprendre, et donc derrière à éviter que ça réarrive. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, faut pas se leurrer, c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez la pression, évidemment, du boulot, mais vous avez aussi, ça c'est vrai, il faut gérer, il faut en parler parce que ça c'est une réalité. Moi, les gens m'en parlent beaucoup. Il y a le regard des amis aussi. Il y a la disponibilité. Moi, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit, bah, les amis, en fait, j'ai des amis, ils sont présents, sauf que eux, ils me racontent leur vie, leurs trucs, machin. Moi, en plus, en plein confinement, j'ai plus rien à leur raconter à part exactement les mêmes choses. Je suis plus au boulot, donc voilà, j'ai rien à raconter, donc je culpabilise et j'ai honte et du coup je les vois plus. Vous voyez, il faut arriver à gérer ça. Il faut arriver à gérer les problèmes d'image effectivement sociale, le fait de plus mettre son costume et d'être en jogging. Il faut gérer les répercussions financières. Une dernière question, c'est du coup vous en avez un tout petit peu parlé à un moment donné, c'est en lien avec le coronavirus et le contexte actuel. Vous aviez l'air de dire que vous voyez plus de gens en situation de surmenage avec le contexte actuel. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un mot? Ouais, alors en fait, alors il y a déjà un truc qui est très presque évident, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont davantage ou exclusivement en télétravail. Bah, le télétravail que je trouve très très bien, hein, moi je trouve ça génial à plein d'égards. On s'aperçoit que la rentabilité des gens est meilleure, on s'aperçoit que évidemment ils n'ont pas la fatigue des transports, surtout quand vous faites 1 heure aller ou plus et 1 heure retour, tout ça c'est très bien. Le risque du télétravail, enfin la difficulté du télétravail,
c'est de compartimenter, parce que déjà, en temps normal, même quand vous allez au bureau, comme je vous disais, il y a des mails à gérer, etc. Quand vous êtes un poste de cadre ou autre, bon, c'est compliqué. Mais quand vous êtes en télétravail, la scission, la compartimentation entre le moment où vous travaillez et le moment où vous travaillez pas est très difficile à faire. Alors, c'est un truc qui est dangereux. Il y a même il y a le fait que vous avez le même unité de lieu pour le travail et pour la vie, votre vie. Donc c'est pareil, c'est des trucs qui sont compliqués où il faut arriver à se discipliner par rapport à ça pour éviter de trop se faire envahir. Ça, c'est le premier point. Et puis, de façon plus générale, vous avez l'ambiance actuelle avec la morosité, l'ambiance économique, la crainte, le fait que les boîtes ont un peu éventuellement la tentation de vous faire travailler plus pour rattraper le coup, etc. Pas partout, mais ça peut être ça. Cette angoisse par rapport à ce qui va se passer, qui fait que vous avez encore moins envie de quitter votre boîte si vous n'êtes pas bien dedans en vous disant bah oui mais c'est pas le moment que j'essaye de trouver un autre boulot, donc vous restez. Toute cette pression là est importante. Et alors en ouvrant encore la focale, vous avez comment dire, vous avez cette ambiance depuis le confinement qui fait qu'il y a un côté accélérateur de particules, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions existentielles qu'on peut se poser finalement assez rarement quand on est dans notre train-train quotidien, elles sont acutisées par cette situation, c'est-à-dire qu'en finalement, vous avez cette confrontation à la mort quand il y a, si vous regardez un peu trop les infos, où vous avez le compteur avec combien il y a eu de morts aujourd'hui, hier, c'est hyper anxiogène. Vous avez toutes les nouvelles qui sont quand même extrêmement angoissantes. Et un truc intéressant, moi ce que j'ai vu, c'est que quand il y a eu le premier confinement, finalement les gens, ça allait pas si mal que ça. Et on va dire, je me suis posé la question, quand il y a eu le déconfinement, moi j'ai vu énormément de gens qui étaient pas bien, qui étaient anxieux, qui étaient effectivement en pré-burn-out. Et je me suis dit, c'est bizarre puisque ça va mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait, je pense, il y avait pendant le confinement une idée, bon, on lutte très bien, on fait un effort, mais ça va s'arranger. Et l'idée aussi que rien ne sera plus comme avant, tout, on va changer, les choses vont changer, ça va peut-être me permettre d'aller mieux, d'être autrement, parce que voilà. Et finalement, quand il y a eu le déconfinement, les réflexes, les schémas de fonctionnement sont revenus beaucoup. Et finalement, les gens ont été désarçonnés, voire désemparés par le fait que finalement, il n'y avait rien qui avait changé. C'est-à-dire, ça recommençait pareil, avec la même pression au boulot, le même truc, la même ambiance, etc., la même structure de fonctionnement. Et là, il y en a beaucoup qui ont décompensé et qui se sont écroulés. Vous voyez? Ouais, tout à fait. Je pense effectivement que ces périodes où on est beaucoup plus centré sur soi, privé un petit peu des loisirs et de tout ce qui fait qu'on peut se laisser un petit peu porter par la vie sans se poser trop de questions, en allant de dîner en brunch du dimanche. Voilà, c'est Là, ça. aujourd'hui, le fait d'en être privé, ça oblige un peu à regarder sa vie en face et à se demander si on en est heureux. J'ai envie de le voir de façon optimiste et de me dire que ça va peut-être permettre à pas mal de gens de donner à leur vie la direction dont ils ont profondément envie. Oui, exactement. Exactement. Il se passe des belles histoires aussi, hein. Il y a pas que du positif et que du négatif. Il y a du positif dans cette situation actuelle. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un côté accélérateur de prise de conscience de certaines choses, et quelque part, ces questions existentielles, c'est pas plus mal de se les poser le plus tôt possible dans sa vie, puisque elles vont un jour, en principe, arriver. Donc, autant les gérer quand on est jeune et qu'on a plein de belles choses à vivre, quoi. Super. Écoutez, je voudrais vraiment vous dire un grand merci de m'avoir consacré tout ce temps aujourd'hui et d'avoir partagé
autant de choses qui vont, je suis sûre, intéresser les gens qui écouteront le podcast. Donc merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup à vous. Et puis moi ça m'a aussi plu de pouvoir aussi participer. Et puis si je peux apporter une petite contribution qui est que ma vision personnelle, mais ça me plaît bien. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite!